Donc, je vais commencer l'enregistrement. Donc, vous pourrez avoir accès au replay et transférer le replay plus tard lorsqu'il sera disponible sur notre site internet Salon Bio. Voilà, Bénédicte, du coup, je te laisse la main pour te présenter et puis commencer cette réunion. Donc, bonjour à tous, donc, moi c'est Bénédicte Clermont, donc, je suis agricultrice, production lait bio à Noyer-Châtillon-sur-Sèche aux portes de Rennes avec un petit magasin là. Je suis installée depuis 2008 et je suis aussi maman de 4 enfants qui ont entre 10 et 3 ans. Et je suis administratrice à Agrobio, je fais partie de la commission qui fait tout un travail sur la place des femmes en agriculture biologique et dans le monde agricole en général. Voilà. Donc, je vais animer. C'est une première pour moi. Je ne suis pas très habituée à cet exercice-là, donc j'espère que ça ira, la conférence d'aujourd'hui. Donc, déjà, je vais vous laisser, si vous voulez bien, vous présenter nos intervenants, donc Catherine et Xavier. On va peut-être laisser honneur aux femmes, à Catherine. Oui, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Catherine Naillet, donc je suis productrice de porc label rouge et de céréales à Ségriac. C'est à 10 km au sud de Redon. Donc, je suis à la frontière de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Et je suis responsable de la section agricultrice à la coordination rurale, une section qu'on a créée en 2017 suite au travail de la délégation droits des femmes du Sénat sur être agricultrice en 2017. J'ai été intervenue avec 15 autres participants agricultrices sur le parcours des unes et des autres et sur les défis qui restaient à relever. Et donc, on avait bien aimé cette journée et du coup, on avait décidé de créer une commission agricultrice parce qu'on estimait qu'il y avait beaucoup de défis encore à relever pour les femmes en agriculture. Et donc, voilà. Moi, je m'appelle Xavier Sanson, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques à l'École nationale supérieure de formation d'enseignement agricole. Donc, j'ai un peu travaillé sur ces affaires de remplacement en agriculture et de congé maternité. Et je suis également, j'ai fait ma thèse dans le cadre d'une bourse CIFRE il y a une dizaine d'années maintenant, et j'étais animateur, responsable de la Fédération régionale des services de remplacement d'agriculture d'Occitanie, de Midi-Pyrénées. Très bien, merci. Donc, on avait la MSA qui devait être avec nous aujourd'hui aussi à cette conférence, qui n'a finalement pas pu être là au dernier moment pour cause de naissance d'un enfant. Donc, Pauline, tu vas nous faire rapidement la présentation de ce qu'ils avaient prévu nous transmettre lors de cette conférence. Oui, alors je vais rapidement, donc voilà, comme le disait Bénédicte, ce n'était pas censé être moi à faire cette petite présentation. Donc je reprends les documents que nous a transmis la MSA. Donc voilà, sachant que ce n'est pas mon métier, il y aura certainement certaines imprécisions, mais bon, on va faire avec. Donc, on va présenter premièrement les dispositifs réglementaires, donc notamment l'allocation de remplacement et les indemnités journalières forfaitaires, et ensuite le dispositif d'accompagnement de la MSA avec le parcours J'attends et j'élève un enfant. Je vais passer sur la réglementation. Donc, l'objectif de l'allocation de remplacement, c'est de prendre en charge les frais occasionnés par le remplacement des exploitantes dans les travaux agricoles et de permettre une continuité de l'activité agricole et garantir la pérennité des exploitations. Les bénéficiaires potentiels, donc ça va être les chefs d'exploitation, qu'elles soient seuls chefs ou associés, les aides familiales, les conjointes collaboratrices, etc. Les conditions liées à l'activité, donc c'est de participer de manière constante, à temps plein ou à temps partiel, ce n'est pas un problème, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. De remplir les conditions d'assujettissement à la MEXA, donc il faut avoir cotisé depuis au moins 10 mois avant la date présumée de l'accouchement. Toutefois, si jamais il n'y a pas une affiliation de moins de 10 mois, mais qu'il y a une affiliation à un autre régime, il y a des transferts qui sont possibles. Donc là, il faudra contacter plus précisément la MSA pour avoir ces renseignements ici. Et il y a deux autres conditions qui sont de cesser tout travail sur l'exploitation durant la durée minimale requise et être effectivement remplacé pour les travaux habituellement effectués. Donc ça, ce sont deux points qu'on pourra un petit peu
On pourra aller un petit peu plus loin tout à l'heure, notamment sur ces deux aspects-là, mais voilà, c'est écrit en tout cas dans la réglementation de la MSA. Il est possible qu'il y ait des contrôles inopinés, c'est ce que me disait notre interlocuteur à la MSA. Donc ensuite, la MSA fait appel fait en priorité recours à un service de remplacement. Donc la demande, elle est à effectuer 30 jours au moins avant la date prévue de l'interruption d'activité, sinon il peut y avoir un refus. Ensuite, la MSA fait part de la demande au service de remplacement conventionné. Le service de remplacement a 15 jours pour se prononcer auprès de l'agricultrice et de la MSA sur la faisabilité du remplacement. Il faut savoir que les travaux effectués par le salarié du service de remplacement doivent être accomplis conformément à la réglementation du travail en vigueur. Le tarif journalier, il est fixé entre les services de remplacement et la MSA, et l'aide, elle est versée en fonction du nombre de jours de remplacement réellement effectués. Ensuite, s'il y a une absence de réponse dans les délais du service de remplacement ou alors une notification d'impossibilité de pourvoir le remplacement, l'assurée a la possibilité de recourir à l'embauche directe. Donc pour cela, elle doit présenter la notification de refus du service de remplacement ou, s'il n'y a pas eu de réponse, mentionner l'absence de réponse qui vaut refus du coup. Et ensuite fournir les contrats de travail formalisés avec le ou les remplacements, puis les fiches de paie pour déterminer le montant de l'allocation à servir. Et cette démarche-là, du coup, elle est à effectuer au plus tard à la date de l'interruption d'activité. Ensuite, il y a l'indemnité journalière forfaitaire. Donc, cela, c'est uniquement les chefs d'exploitation qui peuvent en bénéficier. Et c'est lorsque le service de remplacement, lorsque le remplacement n'est pas effectué ni par un service de remplacement, ni par le recours à une embauche directe. Donc pour cela, il faut fournir une attestation sur l'honneur comme quoi il ne peut pas y avoir recours à une embauche directe, plus la notification de refus du service de remplacement. Et donc cette indemnité journalière forfaitaire, elle est versée du coup sous respect aussi de la cessation d'activité. C'est minimum 8 semaines et maximum 16 semaines avec des différences, voilà, s'il y a des congés pathologiques, s'il y a plusieurs enfants, s'il y a une naissance prématurée, etc. Et le montant, il est fixé par décret à 56,35 € par jour en 2020. Donc voilà, ça, ce sont les différents dispositifs. Donc maintenant, le dispositif d'accompagnement de la MSA, donc c'est le parcours client «J'attends et j'élève un enfant», qui est là pour informer les futures mamans sur le dispositif Prado, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, mais qui est un dispositif qui est commun aux salariés aussi non agricoles. Informer les futures mamans exploitantes sur l'allocation de remplacement et l'indemnité forfaitaire, et proposer des rendez-vous, des prestations, voilà, pour faire un petit peu un point sur les droits actuels, les droits à venir, les interrogations sur les différentes prestations, etc. Donc comment on peut faire appel à ça? Donc voilà, c'est suite à la réception de la déclaration de la grossesse, donc entre le 2e et le 5e mois. On prend contact avec sa MSA pour planifier un rendez-vous qui permettra de faire le point sur les prestations. Donc ici, vous avez les numéros sur l'Ille-et-Vilaine et sur le Morbihan, mais pour les autres départements, n'hésitez pas à contacter directement votre MSA. Et enfin, le dispositif Prado Maternité. Donc ça, c'est un dispositif qui s'adresse aux femmes qui le souhaitent, mais dès la fin de l'hospitalisation, dans le cadre de la maternité, et qui prévoit une intervention à domicile d'une sage-femme, l'évaluation clinique de la mère et du nouveau-né, et l'évaluation de la relation mère-enfant. Donc ça, c'est une visite et éventuellement une seconde visite en sortie de maternité. Voilà pour la présentation rapide des différents dispositifs de la MSA. Bénédicte, du coup, je te relaisse la main si tu veux faire réagir peut-être nos intervenants ou pas, en fonction. C'est toi qui vois. Éventuellement, ou est-ce que
il y en a un d'entre vous qui a une réaction à apporter, quelque chose à apporter, ou est-ce que vous souhaitez, on peut enchaîner sur Moi, je veux aussi, bien apporter des précisions. ouais. Oui, parce que moi, j'ai eu 3 enfants, donc j'ai été salariée secrétaire. Donc, le premier remplacement, c'était le congé de maternité des salariés. Et mes 2 dernières filles, c'était le congé de maternité agricultrice, où je ne regrette pas du tout d'avoir pris le remplaçant, parce que franchement, là, pour la santé de la mère et de l'enfant, pour la sérénité et tout, s'arrêter de travailler pendant quelques semaines, franchement, ça fait du bien. Par contre, un chiffre qui m'a alarmée, c'était le dernier chiffre que j'ai de la NSA de 2017, c'est que 40% des agricultrices ne prennent pas le congé de maternité. Et ça, c'est quand même assez effarant, alors que c'est un droit qui a été durement gagné. Il y a quand même eu des améliorations avec des nouveaux décrets sur le congé de maternité en 2019. Marie-Pierre Rixin, qui était la députée de l'Essonne, avait été chargée par Malène Schiapka de faire des propositions pour être au même niveau que les autres catégories socioprofessionnelles. Donc, les agricultrices ont obtenu d'avoir la même durée de congé, la même durée en semaine et 0 € à charge. Donc, ça, c'était vraiment intéressant parce qu'autrefois, il restait 10% à charge. Donc, pour certaines qui ont des difficultés financières, c'était un frein. Et du coup, j'ai un peu renseigné, enquêté pour savoir pourquoi les agricultrices ne prenaient pas le congé de maternité. Donc, certaines n'avaient pas forcément les informations au bon moment, d'autres, c'était le reste à charge. Beaucoup, je me disais, c'est peut-être la priorité, n'avaient pas de salariés de remplacement compétents dans leur production, ou alors s'inquiétaient de la sécurité des salariés. Les réglementations sur la sécurité du travail pour les salariés est très compliquée. Et donc, il y a des questions. Et franchement, la chose la plus difficile, c'est de trouver un salarié de remplacement. Okay. Du coup, Xavier, est-ce que on continue? Ou est-ce que vous avez une réaction particulière? Je peux faire, si vous voulez, un petit historique sur le. Voilà, c'est ça. J'aurais bien aimé un petit historique. Sur l'histoire du congé maternité. Je peux réagir aussi à ce que vient de dire Catherine. Bon, sur l'historique, il faut voir, enfin, je ne vais pas faire un truc trop long, mais grosso modo, les droits des agricultrices ont 30 ans de retard à chaque fois par rapport aux droits des salariés. Hein. Le congé maternité, c'est pas si vieux que ça. Hein. En agriculture, c'est 77. Pour les salariés, bon, l'instauration du premier congé maternité, c'est 1909. Pour le congé maternité indemnisé, c'est 1946. Donc vous voyez, 1946-1977, 30 ans de retard pour les femmes. En 1970, le congé maternité des salariés passe à 16 semaines. En 1977, lors de la création du congé maternité des agricultrices, c'est de 14 jours. Alors les choses ont évolué parce que le congé maternité des agricultrices il était de 14 jours en 1977. Il est passé à 28 jours en 1979, à 56 jours en 1986, et puis on a eu les 16 semaines, en fait assez récemment, puisqu'il y a 20 ans, c'est-à-dire en 2000, on a eu l'alignement de la durée du congé maternité des agricultrices sur celle des salariés il y a 20 ans. Donc tout ça est en fait très récent. Alors pourquoi ce retard? Bon, pour plein de raisons sur lesquelles il est peut-être trop long de revenir, mais bon, pour des raisons notamment idéologiques. Bon, le monde agricole a toujours été réticent vis-à-vis des assurances sociales. Bon. La réflexion qu'on a sur le congé maternité, on pourrait l'avoir sur l'assurance maladie. Bon, l'assurance maladie, la MEXA et la TEXA en agriculture, c'est les années 60, bon, c'est-à-dire avec là aussi 20 ans de retard sur la sécurité sociale des salariés. Donc voilà, beaucoup de retard par rapport aux salariés. Et bon, alors pourquoi on a créé ce congé maternité? C'était dans une période où il y a quand même eu, enfin, il y a toujours eu dans le monde agricole une ambivalence. À la fois, on rejette le statut de salarié, on rejette la société salariale, on rejette la condition de salarié. Bon, la société salariale, c'est une société d'assistés. Bon, elle colporte une mentalité sclérosante. Nous, on véhicule la libre entreprise.
Mais en même temps, il y a toujours eu la volonté des agriculteurs de se rapprocher du mode de vie et des conditions de vie des salariés, c'est-à-dire d'avoir des droits à peu près analogues à ceux des salariés, ce qui est plutôt normal et ce qui n'est pas incompréhensible. Donc, les années 70, on est dans une période aussi où bon, il y a toute une série de choses qui sont au sujet des femmes et du droit des femmes. Hein. Bon, c'est le gouvernement Giscard d'Estaing avec François Giroud, ministre du droit des femmes, qui véhicule à l'époque la nécessité d'améliorer le droit et la condition féminine. Et bon, ça touche aussi le secteur agricole et ça emporte la création de ce congé maternité. Mais encore une fois, bon, c'est avec beaucoup de retard. Bon, voilà ce que je voulais dire un peu sur l'histoire de ce congé, pour le dire très brièvement. Sur la remarque de Catherine sur le 40% des agricultrices ne prennent pas le congé maternité. On pourrait faire beaucoup de commentaires là-dessus. Si vous voulez, effectivement, le raisonnement de l'agriculture, c'est la décision de prendre un remplaçant lors d'un congé maternité, c'est pas simplement une décision qui est du ressort de l'agricultrice, c'est une décision généralement de couple. Hein, c'est la décision de l'agriculteur et de l'agricultrice. Et les chefs d'exploitation, ils font un raisonnement, ils mettent en rapport le coût économique du remplaçant avec les bénéfices que ça va apporter. Dans le coût économique, il n'y a pas que le coût tarifaire, il n'y a pas que le tarif de remplacement, qui était jusqu'à une date très récente de 8-9 euros par jour, c'est-à-dire c'était la CSG-CRDS, et puis ils ont supprimé ça l'année dernière. Aujourd'hui, c'est complètement gratuit sur le plan tarifaire. Mais ça ne supprime pas le coût économique. Le coût économique, c'est quoi? C'est le coût qui est lié à la nécessité de préparer le travail de remplacement, de lui donner des consignes, de surveiller, de contrôler le travail de remplacement, voire de rattraper ses bêtises. Et si vous voulez, dans le calcul que fait un agriculteur et une agricultrice, dans le calcul que fait un couple, il y a tous ces éléments qui rentrent en compte. Et il y a beaucoup de gens qui disent, bon, grosso modo, le temps que je vais gagner à me faire remplacer ou à faire remplacer mon épouse pour le soin aux animaux, 2-3 heures par jour ou 4 heures par jour maximum, et je vais le perdre à encadrer mon salarié, à rattraper ses bêtises. En plus, je ne suis pas sûr qu'il fera du bon boulot. Bref, je prends la décision, soit je remplace moi-même mon épouse, je suis agriculteur, je remplace moi-même mon épouse, soit mon épouse elle continue un peu à travailler, hein, parce qu'elle se sent bien, elle se sent en forme, etc. Et je ne prends pas le remplaçant. Et il y a ce coût économique à chaque fois c'est pour ça la suppression du tarif de remplacement, le fait que ce soit gratuit, ça ne supprime pas le coût économique. Ça, c'est fondamental à mon avis de comprendre ça, c'est que alors, ils ne font pas des équations très compliquées, les agriculteurs, mais ils intègrent ça dans leur raisonnement. Ça coûte de prendre un genre, ça coûte en termes d'encadrement. Et c'est un coût qu'ils intègrent dans leurs calculs et dans leurs choix. Et bon, enfin voilà, à mon avis, c'est la principale explication de ce non-recours au remplacement. Alors, il y a d'autres raisons, à mon avis, plus marginales, mais c'est vrai que jusqu'à l'année dernière, jusqu'en 2019, il y avait effectivement la CSG-CRDS qui restait à la charge des agriculteurs. Je vous ai dit, CSG-CRDS, c'est 8-9 euros par jour, mais il y en a certains qui n'arrivaient pas à assumer ou à quitter ce coût. Alors, généralement, ça générait à l'époque une incompréhension de la part des animateurs de services de remplacement qui disaient c'est le prix d'un paquet de cigarettes, on a un salarié 7 ou 8 heures par jour sur l'exploitation, c'est le prix d'un paquet de cigarettes, et pourtant ils ne le prennent pas. Bah oui, mais il y a des agriculteurs qui financièrement ne pouvaient pas assumer ce coût de 8-9 euros par jour. Il y en a qui ne dégagent pas un revenu d'exploitation suffisant pour se permettre ce genre de choses. Donc, ils sont dans des difficultés financières telles qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, ce n'est plus le cas depuis 2019. Ils ont supprimé cette CSG-CRDS aujourd'hui. Mais je vous dis, ce qui est fondamental à prendre en compte, à mon avis, ça ne déclenchera pas non plus une explosion on ne passera pas à 90% ou à 100% de remplacement maternité, parce qu'il y a toujours ce coût économique et le coût d'encadrement du salarié. Donc, du coup, pour vous, c'est pas forcément en améliorant le droit du travail de la femme
que finalement, on va faciliter la prise des congés maternité et l'évolution de la condition de la femme sur les exploitations, en fait. Alors, le fait Il y a toujours des freins, quoi. Et oui, le fait est que le congé maternité a amélioré la condition des agricultrices et que ce soit une avancée, c'est incontestable. Mais ce que j'avais essayé de mettre en avant, moi, si vous voulez, ce dont je m'étais aperçu dans mes enquêtes, quand j'avais fait un travail sur ces affaires de maternité, c'est que dans beaucoup de cas, le salarié, et ça avait notamment été mis en avant dans des rapports, notamment de la Cour des comptes, le salarié de remplaçant, en général, je m'étais aperçu qu'il ne faisait pas que remplacer l'agricultrice. C'est-à-dire qu'en général, enfin, dans beaucoup de cas, ce ne sont pas des lois que je dis, hein, c'est des choses dont je me suis Enfin, c'est des choses qui se passent très souvent lors des maternités. Si je m'étais aperçu que le salarié de remplacement, il intervenait sur l'exploitation, mais en faisant des travaux différents de ceux faits par l'agricultrice. Bon, c'est-à-dire que généralement, il s'occupait à la fois de remplacer l'agricultrice, mais il faisait également autre chose. Il faisait des travaux qui étaient confiés par le mari. Bon, généralement, c'était des travaux peu qualifiés. Bon, on ramasse les pierres dans le champ, on pose des clôtures, on répare la toiture du hangar, on fait un peu de maçonnerie, etc. Bon. Bref, des choses qui ne relevaient pas des travaux de l'agricultrice. Alors, en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Bon, mais là aussi, il faut raisonner, il faut se mettre à la place des agriculteurs, du couple d'agriculteurs, lorsqu'ils décident de prendre un remplaçant. Et c'est des raisonnements du type de ceux que je viens d'évoquer, c'est-à-dire, si l'agriculteur se dit, bon, j'embauche un remplaçant uniquement pour remplacer mon épouse, enfin, beaucoup d'épouses, généralement, beaucoup d'épouses sur l'exploitation, elles font de l'administratif, elles s'occupent de la compta d'exploitation, elles font du soin aux animaux, généralement, c'est en rotation avec leur mari, c'est sur le mode un jour sur deux. Bon, la traite, je m'en occupe un jour sur deux. Bon, le nettoyage, je fais en alterne. Mais si le mari se dit, ou alors les épouses aussi peuvent s'occuper de petits ateliers, bon, ça arrive aussi qu'on ait des épouses qui se consacrent à faire du gavage de canard ou qui s'occupent d'un petit atelier de poules pondeuses. Donc, elles peuvent avoir une activité dont elles s'occupent, elles, spécifiquement, mais le fait est que généralement, bon, ça occupe 3 à 4 heures de leur journée. Et le plus souvent, je m'étais aperçu que les agriculteurs demandaient un salarié 8 heures par jour. Donc, je me suis dit, il y a un problème. L'agricultrice que j'ai en face de moi me dit qu'elle travaille grosso modo 4 heures par jour sur l'exploitation et ils ont pendant 16 semaines un salarié 8 heures par jour. Donc, manifestement, le salarié il fait autre chose. Et cette autre chose, c'est que voilà, il fait des travaux différents qui sont confiés par le mari. Alors, pourquoi moi, l'idée que je défends, c'est que ça se passe comme ça, parce que si ça ne se passait pas comme ça, il n'y aurait pas de remplacement des agricultrices. C'est-à-dire que le calcul du mari, le calcul de la femme, le calcul du couple, c'est de dire, si je prends un salarié, il faut que ça vaille le coup. Si c'est pour remplacer mon épouse 2-3 heures par jour, soit je le fais moi, soit mon épouse continue ou reprend le travail parce qu'elle se sent bien, donc elle reprend le travail un peu plus tôt. Ça ne vaut pas le coup de prendre un salarié pour ça parce que, encore une fois, ça va me coûter, je vais passer autant de temps à l'encadrer ou à rattraper ses bêtises, car ça va me faire gagner autant de temps que je vais en perdre de prendre un salarié. Donc, le couple d'exploitants, l'exploitant agricole, il se dit, si je prends un salarié, c'est que je vais pouvoir lui confier autre chose, quoi. Je vais pouvoir utiliser cette force de travail pour lui confier des travaux que je n'ai pas le temps de faire ou que je ne peux pas faire. Et c'est le mécanisme, en fait, qui, à mon avis, explique beaucoup un certain nombre de choses que j'ai pu constater sur les exploitations, c'est-à-dire le fait que généralement le salarié de remplacement ne faisait pas que remplacer l'agricultrice, qui faisait autre chose sur l'exploitation. Et je pense que ce que j'ai appelé, alors c'est un détournement du droit, mais je pense que ce détournement du droit est profondément fonctionnel et que si ça ne se passait pas comme ça, il n'y aurait pas de remplacement d'agricultrice. Et les 40% d'agricultrices qui ne prennent pas le congé maternité,
c'est, à mon avis, dans beaucoup de cas, je n'ai pas fait d'enquête là-dessus, hein, sur le nom d'usage de remplacement, mais à mon avis, dans beaucoup de cas, c'est des couples d'exploitants qui se disent ça ne vaut pas le coup. Je vais perdre autant de temps que je vais en gagner avec un salarié. Donc, je dirais que, enfin, moi, l'idée que je soutiens, c'est que il y a un usage qui est un peu tordu du remplacement maternité dans beaucoup de cas, mais que s'il n'y avait pas cet usage tordu, il y aurait dans beaucoup de cas aussi pas de remplacement des agricultrices. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je vous dis. Ou si je vous... Oui, Bénédicte, vous êtes figé ou c'est l'image? Bénédicte est peut-être un peu figée, je ne sais pas si elle nous reçoit. Est-ce que Catherine, vous voulez réagir peut-être sur ce que vient de dire Xavier? Je partage ce que vous dites, hein, Xavier, sur les problèmes de remplacement. Et il y a aussi un manque de salariés de remplacement. Parce que les organismes de remplacement sont gérés soit cantonal ou intercantonal, comme c'est le cas par exemple dans le 44. Dans certains départements, c'est géré au niveau départemental, donc avec des coûts de déplacement importants. Et on manque de main-d'œuvre parce qu'on n'a plus les enfants d'agriculteurs qu'on avait. Hein. On essaie d'embaucher des jeunes non issus du milieu agricole, donc on en a quelques-uns, quelques-unes, on a aussi des filles dans le remplacement. Et donc on manque cruellement de bras, y compris pour les remplacements maladie, accident. Et souvent, maladie, accident, c'est prioritaire aussi sur la maternité. Et donc le fait qu'on manque cruellement de salariés, c'est un gros frein aussi au remplacement congé maternité. Et est-ce que aussi une des causes du fait que les agricultrices ne prennent pas forcément leur congé maternité, c'est pas aussi juste l'adéquation entre le service que peut proposer le service de remplacement et le travail qu'elles font réellement sur la ferme, avec par exemple, on parlait tout à l'heure du travail administratif. Est-ce que les services de remplacement proposent aussi un remplacement pour cette partie-là ou pas? Eh bien non, La plupart du temps... Non, allez-y, allez-y. Non, allez-y, madame, je vous en prie. Non, pas du tout. Moi, j'ai été 13 ans trésorière d'une association de remplacement où déjà, ça c'était les années 90, hein, on se posait beaucoup de questions justement de créer des remplacements combinés. C'est-à-dire que pour la partie sur l'élevage, par exemple, on avait un salarié et on allait créer des nouveaux postes de salariés pour aider justement aux tâches administratives qui étaient plus faites par des femmes, donc des salariés féminines, et on n'a jamais réussi à mettre ça en place en fin de compte. Et c'était une solution qu'on proposait pour faire des binômes un petit peu. On aurait 2 salariés de remplacement à des journées différentes, des heures de travail différentes, mais qui collaient réellement aux besoins de l'agricultrice par rapport à son vrai travail. Et on n'a pas pu mettre en place, ça n'a pas pris. Oui, moi je répondrais dans le même sens. Là, je vois une intervention d'une personne qui parle du bio. Bon, effectivement, si vous voulez, par rapport à ce que je vous ai dit, on a quand même aujourd'hui des choses qui évoluent. Le phénomène que je vous ai décrit, d'un remplacement de l'agricultrice subordonnée un petit peu à la décision du chef d'exploitation, à la décision économique, au calcul du coût économique du chef d'exploitation, c'est un phénomène qui est assez prégnant dans les exploitations spécialisées, donc qui font de la monoculture. Aujourd'hui, on assiste quand même à une évolution des formes de production en agriculture qui remodèle complètement le rôle professionnel des femmes en agriculture. Je pense notamment aux exploitations, il y en a de plus en plus qui se lancent dans la transformation à la ferme, dans la vente directe. Ça, c'est des formes d'exploitation où le rôle professionnel de l'agricultrice est complètement bouleversé. Dans une exploitation spécialisée, généralement, l'agricultrice, comment dire les choses, elle vient en appui de son mari. Pour dire les choses, j'espère ne pas choquer des gens en disant ça, mais dans une exploitation spécialisée, celui qui est au cœur du centre du processus de production, c'est le chef d'exploitation. La femme est bien en appui. Clairement, c'est un soutien, c'est un renfort, mais elle n'est clairement pas au centre du processus de production. Dans les
dans les formes dans les formes de production qu'on voit émerger, où on a des exploitations qui produisent, mais également qui transforment et qui vendent, qui font de la vente directe, le rôle de la femme devient fondamental et central. Généralement, l'épouse a un rôle pilier, à l'instar du mari, dans le fonctionnement de l'exploitation et du système économique. Et dans ces cas-là, dans ces formes de production-là, on a des femmes où on a un remplacement de l'épouse ou de l'agricultrice qui se justifie pleinement. C'est-à-dire que la femme peut, dans ce cas-là, revendiquer un remplacement plein et entier pour elle. Simplement se pose la question, et c'est celle que vous évoquiez, de la qualification des agents de remplacement, de leurs compétences. Par rapport à l'évolution de ces formes de production, on n'a pas forcément, les services de remplacement n'arrivent pas forcément aisément à trouver des gens pour participer au processus de transformation. Pareil pour ce qui relève de la vente. C'est compliqué de dire à quelqu'un, bon, si c'est l'épouse qui s'occupe de faire la vente, qui s'occupe du relationnel avec les clients, etc., bon, c'est compliqué de dire, c'est un salarié qui va me remplacer sur cet aspect-là. Bon, c'est un domaine qui est très particulier, qui n'est pas facilement délégable ou transférable à un salarié. Donc, se pose la question, effectivement, de la formation et de la compétence et de la qualification des agents de remplacement, sachant que la majorité des agents de remplacement qu'on recrute, c'est des salariés qui sont spécialisés dans le processus de production, qui sont spécialisés dans les activités de production et pas forcément sur les autres activités. On pourrait faire le même commentaire sur le bio. Bon, la montée en puissance des agricultures bio pose aussi le problème de la formation des agents de remplacement. Faire du bio, c'est pas faire du conventionnel. Bon, faut connaître des techniques, des procédures, des processus de production très spécifiques auxquels ne sont pas forcément formés, pour lesquels les agents de remplacement, dans leur majorité, ne sont pas forcément qualifiés. Bon, et le job de l'agriculteur, ce n'est pas de former le salarié au bio. Quand il veut un remplaçant, il veut quelqu'un de formé qui puisse le remplacer. Donc, c'est un vrai problème, ce problème de formation et de qualification des agents de remplacement pour faire en sorte que ça épouse l'évolution des formes de production en agriculture. Ça, c'est un vrai enjeu. Justement, on a Laurence Lebrun, qui est secrétaire nationale des services de remplacement, qui aimerait prendre la parole. Peut-être qu'elle a des choses à nous apporter pour des remplacements de femmes agricultrices. Allô? Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Laurence Lebrun, je suis secrétaire nationale des services de remplacement depuis quelques années. Je suis agricultrice en Normandie sur une production d'élevage laitier. Et donc, je voulais revenir sur le discours sur le congé maternité, parce que j'ai travaillé, comme le disait tout à l'heure Madame Light, avec Marie-Pierre Ixin sur le congé maternité et donc sur l'exonération des charges CSG et RDS. On a beaucoup travaillé durant plusieurs mois avec cette députée pour essayer d'exonérer justement les agricultrices de cette charge qui parfois était un frein au congé maternité et au fait de se faire remplacer. Et je voulais quand même revenir. Moi, je suis dans une zone d'élevage où aujourd'hui, sur le département qui me concerne, qui est l'Orne, nous assurons à peu près 95% des femmes qui se font remplacer. Et je voulais revenir quand même sur l'étude qui a été faite par monsieur, je vais écorcher votre nom. Sanson, pardon. Alors, merci. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération quand même d'agricultrices qui arrivent sur nos exploitations. Et moi, j'en suis la preuve parce que je ne suis pas d'origine agricole. J'ai choisi d'embrasser le métier d'agricultrice par une vraie volonté. J'ai pu profiter du congé maternité. Moi, quand je suis devenue agricultrice, j'étais à plein temps. Donc, j'avais besoin d'un agent de remplacement à temps plein. Et la première chose que j'ai faite quand je me suis installée, c'était d'adhérer au service de remplacement. Ce qui fait que ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis dans les services remplacement. Et j'ai un agent de remplacement en CDI sur 8 exploitations. Et j'ai du mal, à entendre dire que un agent de remplacement, il faut veiller à réparer ses bêtises. Parce qu'aujourd'hui, on met des agents de remplacement sur nos exploitations qui sont
compétents pour assurer le travail global sur une exploitation agricole. Et la première chose, c'est surtout pas de réparer leurs bêtises. C'est plutôt qu'ils nous accompagnent et qu'ils puissent nous remplacer et qu'on puisse sereinement prendre nos congés maternité. Voilà. Donc, je voulais rectifier un peu ça parce que on a quand même, on accompagne aujourd'hui 75 000 chefs d'exploitation et les agents que nous employons, ce ne sont pas des gens qui sont susceptibles de nous faire des bêtises. Je voulais revenir là-dessus. Donc, voilà. Et donc aujourd'hui, ce que je voulais revenir, c'est que la nouvelle génération, elle aspire quand même à profiter de son congé maternité. Je suis d'accord avec vous dans le sens où il y a eu peut-être il y a quelques années un peu la suprématie du mari qui a imposé un peu ses volontés par rapport à l'économique. Et c'est ce pourquoi nous nous sommes battus, parce que en fait, le congé maternité, là où on en est aujourd'hui, c'est parce que c'était un peu une volonté du chef de l'État d'harmoniser le congé des IJ maternité pour les professions indépendantes. Et quand on a entendu parler d'indemnité journalière, moi j'étais la première à être un peu vent debout contre ça, parce que je ne voulais pas justement que le congé maternité se traduise par une indemnité et par là même à une rentrée financière sur l'exploitation agricole. Comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait 30 ans qu'on a avancé sur le sujet du congé maternité pour les femmes. Il n'était pas question de faire un retour en arrière avec les problèmes économiques qu'il y a aujourd'hui sur les exploitations agricoles et de se dire, eh bien, la femme va continuer à aller sur l'exploitation et on va toucher l'indemnité journalière. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette indemnité journalière, elle est à hauteur de 50 €. Ça, c'est pas le prix d'un remplacement, parce qu'un remplacement d'un agent, c'est en moyenne aujourd'hui 140 € sur une exploitation. Donc, c'est loin d'encourager justement à pouvoir toucher cette indemnité. Et on s'est battu pour ça, quoi. On s'est également battu pour que les agricultrices puissent profiter au maximum du congé maternité en demandant l'exonération des charges CSG-RDS. Voilà. Alors, effectivement, aujourd'hui, comme vous disiez, il y a encore 40% des femmes qui ne prennent pas le congé maternité. Peut-être, comme vous le disiez, sur des productions atypiques où c'est compliqué de trouver une compétence spécifique. Alors, il y a sûrement des bassins sur des territoires qui sont plus favorisés. Moi, j'en fais partie parce que en Normandie, on a beaucoup de besoin d'agents d'élevage. Mais quasiment, on est à 100% de remplacement pour les femmes. Et je connais peu de femmes autour de moi qui n'ont pas pris leur congé maternité. Oui, bien, merci. Du coup, je suis désolée, j'avais perdu un petit peu le fil parce que j'étais coupée. Peut-être qu'on va laisser la parole à Catherine maintenant pour revenir sur ce que vous disiez, qu'effectivement, appuyer en fait, malgré tout, malgré les chiffres, disent qu'il y a quand même 40% aujourd'hui qui ne prennent pas le congé maternité. Donc, on entend qu'aujourd'hui, ça ne doit plus être un problème financier parce qu'il n'y a plus de CSG-RDS à payer, que la loi est là pour appuyer les femmes. Et du coup, est-ce que vous avez des pistes d'idées, de choses qui pourraient améliorer cette prise de congé maternité? Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient expliquer ou non le fait que les femmes ne prennent pas le congé maternité? Alors, Madame Lebrun a dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de compétence des remplaçants. Est-ce que c'est partout? Est-ce que c'est spécifique à cette région-là? Est-ce que vous avez des chiffres dessus ça? Et, je voulais revenir sur ce que disait, je ne sais plus comment s'appelait la dame juste avant. Laurence. Oui, Laurence. Je partageais complètement son avis sur les indemnités journalières. Pour moi, c'est vrai, j'étais vent debout contre ça aussi parce qu'il ne fallait pas que cet argent soit une entrée d'argent pour je veux dire, combler les trous financiers d'entreprise, mais bien de l'argent qui aille à la santé de la femme et de l'enfant, c'est-à-dire bien le remplacement. Ça, donc on avait contesté. Et quand je parlais des 40% ne prennent pas le congé de maternité, c'était des chiffres de 2017. Alors, comme on le disait les uns et les autres, il y a eu des améliorations de fait qu'il y a 0 € à charge et puis la même durée que les autres catégories socio-professionnelles. J'ose espérer que ce chiffre a diminué. Et justement, ça aurait été intéressant d'avoir les interventions de la MSA pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est en 2019-2020, parce que j'espère que ça a évolué. Et par rapport à ce qu'on demandait, on faisait comme proposition pour améliorer, c'était surtout par rapport au service de remplacement, c'est-à-dire que développer l'offre de remplacement
c'est-à-dire plus de salariés. Donc, où est-ce qu'on va les chercher, hein, parce que dans le vivier du monde agricole, on ne les a plus. Donc, il fallait redonner un peu des lettres de noblesse au travail de salariés de remplacement, essayer de positiver notre travail. Et ça va un peu dans le sens que disait Laurence tout à l'heure, c'est que les agricultrices qui s'installent aujourd'hui ne sont pas du tout le même profil que moi qui ai 60 ans aujourd'hui, où j'ai déjà un agriculteur. Aujourd'hui, les agricultrices, elles sont volontaires, elles sont innovantes, elles ont des exploitations complètement différentes avec beaucoup de beaux vente directe, de transformation. Et j'ai même l'exemple d'une chevrière qui s'appelle Noémie, qui est Miss France Agricole 2020. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle fait des chèvres, elle fait son fromage avec sa maman. Et elle a réussi à prendre un congé de maternité. Et elle a dit, voilà, à la MSA, elle a dit, je fais 70 heures par semaine de travail entre la production, la transformation et la vente. Donc, elle a eu 2 salariés agricoles. Ça veut dire qu'il y a des départements qui collent quasiment aux besoins et d'autres départements qui sont très, très en retard. Et donc, ça veut dire que là où il y a une volonté, un travail commun entre les services de remplacement, la MSA, on peut arriver à faire des choses bien. Et donc, il y a peut-être un travail à faire aussi sur redéfinir un peu les missions de la MSA par rapport à ça, pour mettre vraiment l'accent sur ce service de remplacement. Et puis aussi, donc ça, c'était vraiment sur le remplacement où c'était très difficile. Et puis d'avoir accès aussi à la grossesse pathologique sur toute la durée de la grossesse, parce qu'on n'est pas non plus équitable face aux autres catégories. C'est-à-dire que si l'agricultrice est enceinte au départ, tombe en maladie, on n'a pas les mêmes droits non plus que les salariés. Et puis, suite du remplacement, comment elle se fait remplacer dans ces moments-là, quoi. Donc, il y avait ça aussi à améliorer. Et puis, d'inscrire la maternité au sein de la liste des circonstances exceptionnelles, parce que quand vous faites un PE, un plan d'installation, là, pour avoir la DGA et les aides à l'installation, il y a des engagements prévus. Et quelquefois, la grossesse pathologique remet en cause les engagements qui étaient prévus sur 5 ans et peuvent, dans certains cas, obliger la jeune femme à rembourser une partie de sa DGA ou ses avantages. Donc, on voulait aussi que la grossesse soit inscrite dans les circonstances exceptionnelles. Voilà. Ok, très bien. Du coup, je ne sais pas si je peux me permettre du coup de faire une petite réaction en même temps. Moi, je suis maman et j'ai vécu 4 congés de maternité sur la ferme. Et je retrouve de la vérité, en fait. C'est un service de remplacement qui, globalement, en volume d'heures, moi, me remplaçait. 8 heures par jour. Et après, la problématique pour moi aujourd'hui du remplacement sur nos fermes, pour nous, femmes agricultrices, avec toute la polyvalence qu'on a aujourd'hui dans notre métier, c'est effectivement d'avoir les compétences en face. J'ai jamais eu un agent de remplacement qui a eu les capacités de me remplacer sur ma fiche, entre guillemets, de poste, qui va de la traite des vaches à la vente au magasin à la ferme, à de la compta, à plein de choses. Et du coup, je me pose la question, en fait, est-ce qu'on est capable de créer, de trouver ça, en fait, des personnes qui ont toutes ces compétences-là, ou est-ce qu'il faut pas qu'au niveau de la MSA, il y ait une souplesse qui nous permette, nous, femmes agricultrices, de se faire remplacer par plusieurs personnes sur différents types de postes, parce qu'effectivement, la polyvalence que nous, on a, c'est pas forcément une polyvalence qu'on arrive à retrouver dans toutes les formations et tous les métiers. C'est une réaction, question, je me dis, pour les générations à venir de femmes, jeunes femmes agricultrices, voilà, on a encore plein de choses à faire. Et est-ce que ça pourrait pas être un travail à faire auprès de la MSA? Voilà. C'était. Si vous avez une réaction supplémentaire à apporter. Non, moi je voulais réagir, si vous le voulez bien, à ce qu'avait dit Madame Lubrin, secrétaire nationale des services de remplacement, pour pas non plus que mes propos ne prêtent pas malentendu. Alors, ce qui est dit une chose très juste concernant le rapport des femmes au congé maternité. C'est vrai que c'est quelque chose qui évolue, que le rapport des femmes, des jeunes générations, et que le rapport en général au travail sur l'exploitation n'est pas le même aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, et je pense que les nouvelles générations d'agricultrices, et je pense que ça ira
comme ça en s'améliorant. Enfin, on aspire de plus en plus, encore une fois, à avoir des conditions de vie, de travail analogues à celles des salariés. Et voilà, c'est vrai que bon, les choses là-dessus, concernant le rapport au remplacement et au congé maternité, enfin, à mon avis, évoluent favorablement, en tout cas, évoluent dans un sens qui se rapproche de ce qui se passe pour les salariés. Simplement sur la question du… Oui, le malentendu qu'il y avait, c'est lorsqu'elle a dit… Bon, je n'ai jamais dit que les agents de remplacement n'étaient pas compétents. Hein. J'ai vraiment rien contre les services de remplacement. C'est même… j'ai travaillé dans les services de remplacement pendant pas mal d'années. C'est juste, je soulignais juste que c'est une anticipation des agriculteurs et des agricultrices. On anticipe le fait qu'il va y avoir des problèmes avec les agents de remplacement ou qui ne seront pas compétents. Et ça, cette anticipation, ça compte dans le choix de prendre un remplaçant. Si l'agriculteur et l'agricultrice se disent, bon, bah, grosso modo, on va s'embarrasser d'un agent, on va l'avoir sur le dos, il va falloir l'encadrer, etc. Bon, bah, ça, c'est des choses qui… Voilà, c'est des raisonnements que font les gens, les agriculteurs, avant de prendre un remplaçant, en disant, bah, oh là là, je vais devoir m'en occuper, quoi. Et je vais devoir éventuellement attraper ces bêtises. C'est une anticipation. Je ne disais pas que les agents de remplacement font des bêtises. Mais les agriculteurs, il y en a beaucoup qui anticipent le fait qu'il va y avoir des problèmes avec le salarié. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Je pense qu'on peut ajouter qu'effectivement, un qui ne travaille pas tous les jours sur la ferme et que forcément, au départ, il y a un temps d'adaptation et de formation, même si chaque salarié a ses compétences, chacun a nos habitudes de travail. Et du coup, il y a un temps de latence qui est dans le choix de prendre le congé maternité ou pas. Voilà. Je ne sais pas si on passe aux questions. J'avais eu une question. Catherine, vous disiez tout à l'heure, vous parliez de redonner un peu des lettres de noblesse au service de remplacement. Est-ce qu'il serait envisageable, par exemple, de faire des choses dans les écoles ou comment ce serait possible de travailler sur ça pour avoir plus de personnes au final dans les services de remplacement? C'est adressé à moi la question? Oui. Oui, oui, d'accord. Il faut travailler auprès de la MSA, je pense, auprès des services de remplacement, évidemment, auprès des services de l'État. Moi, j'ai remonté cette question-là, ça fait déjà un certain temps, où j'avais rencontré M. Bonnemé, qui est le conseiller du ministre à Paris, et qui est quelqu'un qui est plus dans la formation agricole, mais qui est justement bien placé pour parler de la vulgarisation un peu de ces services de remplacement qui ne sont pas forcément bien connus, bien identifiés. Donc, ce serait intéressant de remonter, de travailler avec lui, d'aller le rencontrer. Moi, je pense à vous, Xavier, là, avec le parcours que vous avez. Il faudrait le rencontrer vraiment parce que lui, il est vraiment dans la partie formation. Donc, il faut vraiment travailler en amont. Ça peut être des jeunes aussi, mais il faut les intéresser au travail et pourquoi pas organiser des rencontres sur une ferme où il y a l'agricultrice, justement, se fait remplacer par un agent, organiser une entrevue un petit peu avec des jeunes qui pourraient être intéressés par le métier, intéresser des filles aussi, des femmes en service de remplacement, qui seraient peut-être un peu plus, je veux dire, en phase avec l'agricultrice pour se faire remplacer, parce qu'en tant que femme, elles se connaissent un petit peu plus. Et puis l'information, je pense que l'information, on pêche par défaut d'information, autant pour les services de remplacement que par le congé de maternité. Et la MSA devrait s'employer à informer très en amont et très régulièrement. Parce que même dans le parcours scolaire, informer du droit des femmes, et puis pourquoi pas organiser une journée spécifique pendant le parcours à l'installation, où il y a des journées avec, on fait intervenir le comptable, le banquier, mais pourquoi pas justement faire intervenir quelqu'un de la MSA spécialement sur le congé de maternité, parce que c'est quand même des phases importantes dans la vie d'une femme. Et donc, informer en amont et régulièrement par des plaquettes, parce que sur Internet, c'est un peu trop léger, quoi. Qui va aujourd'hui aller chercher des informations sur Internet? Bon, un petit peu de temps en temps. Et puis nous, les femmes responsables qui avons besoin de réponses, on va chercher un peu.
mais la majorité des agricultrices n'ont pas forcément le temps d'aller chercher, c'est compliqué. Donc vraiment revoir l'information aussi, autant pour le congé que pour le service de remplacement. Et témoigner de cas concrets réussis où la femme qui s'est remplacée a vraiment apprécié, où le jeune qui est remplacé a vraiment trouvé, parce que cette formation, ce remplacement maternité, ça participe à sa formation et à sa connaissance pour s'installer peut-être demain. Donc, c'est une formidable école de formation, le service de remplacement. Donc, il faut vraiment mettre tous ces éléments positifs en avant et les faire savoir. Faire des petites vidéos, enfin, voilà, il faudrait que ça passe sur les réseaux sociaux. Mais il faut une organisation aussi dans tout ça, et il faut brancher la MSA et les services de l'État, dont le ministère, et pourquoi pas des députés. Hein. Peut-être retourner vers Marie-Pierre Dufin, qui était très au fait de ces questions-là, par exemple. Est-ce que Xavier, vous voulez répondre là-dessus, sur comment travailler sur rendre attractif ce métier aussi de remplaçant agricole? Mais je pense qu'il y a ça, c'est à mon avis plus c'est à mon avis plus le travail de Service Remplacement France, de la Fédération nationale des services de remplacement, mais c'est une obsession, enfin, cette question de l'attractivité du métier. Mais si vous voulez, bon, là encore, je vais me faire mal voir, hein, mais bon, tant pis. Si vous voulez, il y a c'est très compliqué dans les services de remplacement et c'est gageur, hein, c'est vraiment. C'est que d'un côté, il faut maintenir des tarifs accessibles pour les agriculteurs, parce que les services de remplacement est une mission sociale, et de l'autre, il faut attirer des gens en les rémunérant correctement. Si vous voulez attirer des gens qualifiés, il faut les payer bien. Bon, c'est très compliqué cet équilibre à trouver. Et l'attractivité, je dirais, du métier, bon, elle est dans tout ce que vous avez dit. Le service de remplacement, c'est effectivement une école de formation. Quand des jeunes ont vocation à s'installer, historiquement, quand les services de remplacement démarraient, bon, enfin, la main-d'œuvre, c'était à quasiment à 100% des aides familiaux. Bon, et ça, effectivement, le remplacement a toujours été conçu comme une école de formation pour des jeunes aspirants à s'installer. Mais aujourd'hui, dans un mouvement, enfin, où on a une salarisation de plus en plus importante, où les aides familiaux, c'est un statut qu'on peut plus, qui est très limité aujourd'hui dans le temps. Hein, depuis quelques années, vous savez, on ne peut pas être familial pendant plus de, je ne sais plus si c'est 5 ou 6 ans. 5 ans. Hein. Voilà, donc on a poussé les jeunes vers la salarisation. Donc dans ce mouvement de salarisation, ce qui compte, ce qui prenne aussi en compte, c'est le salaire. Quand vous êtes salarié, vous prenez aussi en compte le niveau de rémunération. Et c'est vrai que l'équilibre est compliqué à trouver dans les services de remplacement. C'est cet équilibre pour rendre attractif le métier, mais pour le rendre attractif, il faut aussi un salaire intéressant, il faut aussi un salaire significatif, substantiel. Et puis de l'autre, la nécessité de maintenir des tarifs de remplacement accessibles. Vous voyez que sur le plan de la gestion, il y a une contradiction dans les termes qui n'est pas évidente à trouver. Enfin, c'est un équilibre qui n'est pas évident à trouver. C'est un équilibre qui n'est pas évident à trouver. Et vous avez beau dire, on travaille sur l'image du service de remplacement, du métier d'agent de remplacement, etc. Oui, mais enfin, s'il n'y a pas les salaires derrière, vous avez beau améliorer l'image et faire tout ce que vous pouvez en matière de communication, cet aspect rémunération compte aussi un peu dans l'attraction de cette activité. Et niveau rémunération, bon, c'est pas idéal, c'est pas idéal. Bon, je vais me faire mal voir encore, mais tant pis. Laurence Lubra, est-ce que je peux prendre la parole? Allez-y. Oui, je voulais juste revenir sur le congé maternité, qui est quand même la première porte d'entrée pour une agricultrice auprès des services de remplacement. Et pour avoir par la suite, souvent on arrive à avoir les jeunes agricultrices par ce biais du congé maternité. Et l'intérêt après, c'est de pouvoir les
les conforter dans leur rôle d'adhérent, puisque nous, ce qu'on avance aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place des CDI sur de l'emploi partagé sur plusieurs exploitations. Pourquoi? Parce qu'un CDI qui a plusieurs exploitations, un temps plein sur plusieurs exploitations, ça lui permet de connaître parfaitement l'exploitation. Et là, aujourd'hui, on peut monter ces personnes-là en compétences. Ce sont des gens qui ont des habitudes, ça stabilise un peu leur emploi. Par rapport à la rémunération, ça dépend des conventions collectives. Bon, pour ce qui nous concerne, nous, on n'a pas d'agents de remplacement qui se plaignent de leur salaire parce que ils sont rémunérés en fonction des tâches et comme ils sont responsables à la place de l'exploitant agricole, ils ont de ce fait une rémunération qui est plus élevée qu'un salarié lambda. Donc, voilà. Et là où je voulais venir par rapport à la première approche de l'agricultrice avec le service de remplacement, c'est que suite à ce congé maternité, il y a toute une batterie d'aides qui peuvent venir les accompagner tout au long de leur carrière. La MSA accompagne à hauteur de 50 heures jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Il y a le congé crédit d'impôt, le crédit formation. Voilà, c'est la première étape. Et s'intégrer dans un CDI, c'est aussi pouvoir continuer à profiter de son enfant tout au long de son enfance, quoi. Et lorsqu'on a un CDI, on peut le fidéliser, le former, le monter en compétences. Et par rapport à l'attractivité des métiers, je voulais dire aujourd'hui que la nouvelle génération également qui arrive comme agent de remplacement sont des jeunes. La polyvalence du métier d'agent de remplacement leur correspond parfaitement. C'est effectivement un laboratoire d'expérience, le service de remplacement. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Enfin, l'installation, c'est un des axes pour l'installation. Mais aujourd'hui, le métier d'agent de remplacement est un véritable métier. Et moi, j'ai des jeunes qui sont là depuis, qui sont moins jeunes maintenant, qui sont là depuis plus de 10 ans, parce qu'en fin de compte, ce qu'ils apprécient dans leur métier, c'est le changement. C'est-à-dire que c'est un peu des jeunes qui surfent dans leur travail, comme ils surfent sur Internet, comme ils surfent dans la vie. Et tous les jours, ils changent d'exploitation. Et tous les jours, ils ont d'autres tâches à appréhender, d'autres matériels, d'autres personnalités. Et c'est ce qui fait l'attrait de ce métier. Et aujourd'hui, moi, je parlerai plus positivement de l'attractivité du métier d'agent de remplacement qu'auparavant. Et parce que les jeunes aujourd'hui qui sont là ne sont plus là justement pour faire les tâches un peu rébarbatives que les exploitants. Ils ont des vraies doléances aujourd'hui. Et on doit accéder à leurs doléances pour pouvoir les garder. Okay. On a... Attendez, alors j'ai peur d'écorcher le nom. On a Karim Cherfa-Molinier qui voulait rapidement intervenir, qui est du service remplacement France. On va vous laisser intervenir assez rapidement et vous apporter un complément d'information, si vous voulez bien. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, alors bonjour à tous. Je voulais juste rebondir sur quelques points rapidement, sur tout ce qui a été dit rapidement, notamment par rapport au remplacement, parce que je pense que c'est important de rétablir les choses. Donc, sachant qu'on parle du congé maternité et de tout ce qui est notamment l'intervention sur l'agriculture biologique, je tenais à dire que nous, on effectue depuis plus de 5 ans, notamment dans le cadre du CASDAR, en fait, des études et notamment la mise à jour en fait, des référentiels métiers des services de remplacement tournés vers l'agroécologie, je tiens quand même à le dire, et notamment pour prendre en compte tout ce qui concerne l'itinéraire technique d'une exploitation. Je pense que c'est important de le dire. On a bossé beaucoup avec les fermes défis, notamment pour établir, vous savez, ces référentiels. Et ce qu'on s'est aperçu, notamment au niveau de nos jeunes, c'est que la problématique concerne plus les salariés âgés. Parce qu'on a la chance en fait, d'avoir le remplacement est un vivier en fait, qui se renouvelle avec notamment toutes les personnes qui sortent des lycées agricoles. Et donc, tout le vernis en fait, sur ce qui concerne l'agroécologie, l'agriculture biologique, finalement, ils l'apprennent déjà là. Ils ont déjà une sorte de vision sur cet itinéraire technique. La deuxième chose, c'est aussi, comme vous l'avez dit, c'est une école de formation, service de remplacement, mais c'est aussi une école à l'installation. Il y a plein de jeunes qui passent par le service de remplacement, justement, à la fois pour apprendre des nouvelles façons pour voir des exploitations, pour prendre de l'expérience, et également pour pouvoir, en fait, après, avoir du réseau pour pouvoir s'installer. Et je rebondis sur ce point, c'est notamment par rapport à la rémunération.
Les dernières études qui datent de 2015, et après je vais vous parler d'une étude qui date de 2019, donc c'est l'année dernière, 2015 montre que la rémunération est importante, mais elle arrive en deuxième position. La première position, lorsqu'on a demandé aux agents de remplacement ce qu'ils voulaient, c'était de l'intérêt dans la mission, d'avoir des choses qui les intéressent, qui les développent, qui les fassent évoluer. C'est vraiment important de le marquer. Même, il y a également un point qui a été remonté, c'est quand on leur demande dans 10 ans ce qu'ils veulent faire, on avait posé plusieurs questions, il y avait la moitié qui voulait s'installer en agriculture et de l'autre qui préférait le salariat. Et après, si on pouvait creuser les raisons pour le salariat et pourquoi on nous pousse vers le salariat, c'est justement les difficultés du métier. Et en fait, même le prix d'une exploitation tout court. Hein. J'ai également aussi un point à dire sur les rémunérations. Je dirais aussi que ça dépend. Parce que la rémunération, ça dépend comment on la met en route. Je prends un exemple, vu que j'ai quelqu'un de la Loire-Atlantique, on va pas dire que vous êtes bretonne, mais on va parler du Finistère qui est juste à côté. Ils ont une politique salariale qui est exceptionnelle. Je vous dis exceptionnelle, c'est que ils arrivent à rémunérer leurs salariés de manière très importante, en leur donnant énormément d'avantages, ce qui fait que c'est du bouche à oreille, il y a de plus en plus de jeunes qui y vont, sachant que ces jeunes-là, après, deviennent des exploitants qui après, par la suite, s'installent. Vous voyez, donc, je viens de le dire 2 fois. Un point aussi que je voulais vous dire, 2 derniers points, après j'arrête. Par rapport à l'agriculture biologique, je tiens quand même à mentionner que les services de remplacement n'attendent pas le train, c'est-à-dire n'attendent pas que l'État en fait intervienne. Il y a des partenariats qui ont été faits, notamment des partenariats privés en Normandie. Je tiens quand même à insister là-dessus, notamment ce qui concerne le label lait de ferme, c'est-à-dire c'est du lait bio. Et ils ont décidé d'offrir 1 semaine aux exploitants agricoles, à ces exploitants agricoles, gratuitement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût en fait, qui est pris en charge. C'est pris en charge par la coopérative. Et ce qui permet en fait de pouvoir ça permet de remplacer l'agriculteur pendant 1 semaine. Et là, on est à une étape 2, c'est-à-dire que concernant les problématiques de compétences, comme vous voulez le signaler, que c'était difficile de pouvoir remplacer, et ils ont décidé de former eux-mêmes une partie des agents sur les compétences qu'il faudra avoir pour intervenir sur ces exploitations-là. Donc, vous voyez, il y a du travail qui est fait. Et justement, ça va dans le très bon sens. Enfin, le dernier point dont je voulais vous parler, c'est de M. Bonnemé. Vous parliez du directeur de cabinet qui est encore au cabinet du ministre. On est pour parler avec lui et notamment, il y a un rapport qui est sorti sur l'inspection générale de l'agriculture qui est extrêmement élogieux sur les services de remplacement et qui montre en fait que ça risque d'évoluer dans les prochains mois, voire les prochaines années. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Mais sachez en tout cas que ces prises de contact sont faites. La relation avec la MSA est très très bien, justement, ça avance, ça va dans le très bon sens. Moi, j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait Madame Lai, tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Il faut qu'on travaille main dans la main avec la MSA. C'est la clé en fait pour y arriver, sachant que c'est du local. On ne peut pas réfléchir au national. On peut avoir des règles nationales, mais il faut les adapter. Et dernière chose aussi, c'est pour Sanson. Moi, je suis content de vous entendre parce que c'est important d'avoir des points de vue. Et vous avez le droit de tout dire. Au contraire, c'est ça qui forme le débat. Une seule chose, on a interrogé cette année les agents de remplacement sur la question la difficulté, les conditions de métier, c'est-à-dire les difficultés à travailler sur une exploitation. Et on a eu une remarque qui était intéressante, qui disait qu'en 20 ans, le travail est quand même beaucoup plus facile. Voilà, ça c'est important de le dire. Il faut quand même le rappeler. Il y a la mécanisation qui est là. Et juste un point aussi, excusez-moi, j'avais oublié ce point-là. La problématique de la vente directe, en fait, on le fait. La problématique de la transformation, on le fait également, mais on a des contraintes juridiques pour le faire. Parce que parfois, les structures sont des structures commerciales, nous n'avons pas le droit d'intervenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une structure commerciale, on ne peut pas envoyer un agent de remplacement. Pour le rappel, je vous rappelle que nous, on remplace le chef d'exploitation au sens du code rural. Donc, on est vraiment c'est lié à la concurrence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. C'est très encadré. Voilà, j'ai terminé. Hein. Merci de m'avoir entendu en tout cas. J'espère des éléments constructifs. Alors, effectivement, il y a peut-être des soucis parfois juridiques pour la commercialisation sur structure commerciale. Après, je ne pense pas que ce soit très, très souvent le cas. Je pense que pour l'instant, on pas quand même. Je n'ai pas forcément l'impression que les agents de remplacement dans les services de remplacement pour la partie commercialisation des produits. En tout cas, c'est parce que j'ai eu l'occasion de voir. Et je ne sais pas, je vois, Pauline, dans les questions, une jeune femme qui est aujourd'hui un système mariage de petite structure où elle
elle fait tout sur sa ferme, donc de la production à la transformation, à la commercialisation. Du coup, comment est-ce qu'on peut réussir à créer quelque chose pour ces femmes-là qui ne sont pas, alors on peut appeler atypiques, mais pour moi, ce n'est pas atypique, c'est, je pense, le développement de l'agriculture de demain aussi. Comment est-ce qu'on peut réussir à créer un outil qui permette à ces femmes-là de partir sereinement en congé maternité? C'est-à-dire, c'est une personne qui va s'occuper à la fois de la transformation, de la vente, de la production sur sa ferme, et avec un volume horaire, comme on le disait tout à l'heure, qui va dépasser les 35 heures. Donc, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir plusieurs remplacements? Comment est-ce qu'on peut Est-ce que vous avez des pistes aussi sur la meilleure façon d'anticiper les choses, par exemple? Catherine, peut-être. Par rapport à l'exemple que je donnais de la chevrière en Savoie qui a réussi à avoir 2 salariés de remplacement parce qu'il y avait des salariés disponibles. On en revient toujours au même, quoi. C'est possible, oui. Réglementairement, c'est possible. Si on fait 70 heures par semaine, d'avoir 2 personnes à 35 heures. Le problème, c'est, et voilà, on n'a pas le salarié forcément en face. C'est ça le problème, quoi. On en revient toujours au même. Donc, dans certains départements, c'est plus facile que dans d'autres. Peut-être qu'en zone de montagne, c'était plus facile, mais justement, moi, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure que, oui, Laurence, que c'était aussi un travail enfin, je veux dire, un métier à part entière. Et oui, il faut vraiment aller vers là. Et il y a aussi le fait d'agriculteurs qui, malheureusement, pour des questions financières, ont été obligés d'arrêter leur exploitation et qui deviennent salariés de remplaçants. Moi, j'en ai un qui avait l'âge de mon mari, qui est venu pour me remplacer pour les mandats professionnels. C'est un ancien agriculteur qui a fait faillite sur sa ferme et ça lui a permis de rebondir, justement, en allant de ferme en ferme. Et là, il avait une expérience, franchement, parce qu'en plus, quand on a été chef d'exploitation, on sait ce que ça veut dire. Et donc, on est vraiment pleinement conscient. Et il y a aussi, peut-être, malheureusement, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'il faut que les gens arrêtent leur exploitation, c'est très dommage, mais il y a aussi quelques personnes qui peuvent venir par ce biais-là, quoi. Donc, il faut vraiment arriver à en parler, à démystifier le métier, à le rendre, parce que oui, comme disait je suis Karine, que c'était l'attractivité du métier, l'intérêt, certains y trouvaient un intérêt, donc ça veut dire qu'il y a quand même des témoignages positifs, quoi. Donc il faudrait vraiment les mettre en avant, quoi. Ouais. Laurence Lubrin, je peux prendre la parole? Oui. Je pense qu'il faut qu'on soit vraiment ambassadeur des services de remplacement, parce que c'est pas en parlant, en faisant le buzz sur ce qui n'a pas été, qu'on va attirer aussi des jeunes, quoi. On a aussi des profils aujourd'hui de jeunes qui sont susceptibles de vouloir rejoindre les services de remplacement. Faut qu'on soit porteur de cette image-là, quoi. Parce que la profession, on est presque en train de se tirer une balle dans le pied, quoi, en parlant comme ça, quoi. Certes, il faut pas édulcorer ni ausculter les problématiques qu'on peut rencontrer, mais il faut aussi être positif, quoi. C'est un vrai tremplin à l'installation. C'est un laboratoire d'expérience. C'est aussi tout un réseau auquel on va pouvoir avoir de contacts pour trouver éventuellement un emploi à temps plein par la suite, quoi. Enfin, voilà, moi, je suis investie dans les services de remplacement parce que je crois vraiment, d'une part, aux valeurs de solidarité et d'humanité des services de remplacement, et je pense que c'est un métier d'avenir. Et pour améliorer les choses, eh bien, il faut qu'on se concerte tous, mais il faut qu'on arrête de faire le buzz sur ce qui va pas bien, parce que de toute façon, le monde agricole est touché par le problème de main-d'œuvre, comme beaucoup d'autres professions, quoi, en fin de compte. Et justement, il y a une vraie concurrence. Et il faut qu'on soit positif sur nos métiers pour pouvoir attirer cette nouvelle génération qui va venir d'autres horizons. Je rebondis, on parlait tout à l'heure de l'adéquation aussi entre les services de remplacement et l'agriculture bio. Donc, c'est Sophie qui nous faisait part apparemment de projets entre la région Hauts-de-France et les services de remplacement et les groupements bio de nos types, donc AgroBio, le GAB 44, 56, etc., pour former les agents des services de remplacement et sensibiliser les producteurs et productrices bio des territoires. Donc, si jamais il y a d'autres groupements bio qui nous écoutent, voilà, ça peut être aussi des pistes pour travailler ensemble avec les services de remplacement pour mieux répondre aux besoins des agriculteurs bio de notre territoire.
Alors, pour poursuivre sur ce sujet, en Normandie, on a un partenariat service remplacement avec les Prairies Bio, une filiale de Danone, justement, où on est en train aujourd'hui de mettre en place des formations qu'on construit avec la laiterie et les Prairies Bio pour pouvoir former des agents de remplacement avec des immersions sur les fermes. Enfin, il y a un vrai partenariat avec des prises en charge de journées de remplacement pour les agriculteurs bio. Et ça fait à peu près 1 an et demi qu'on travaille ce sujet avec les Prairies Bio et c'est une vraie réussite aujourd'hui. On a 12 agents en formation qui ont débuté début septembre une formation d'agent de remplacement. Alors, je vais prendre juste d'autres questions. Alors, j'ai une question, plutôt une remarque d'Esther qui aimerait avoir peut-être plus de témoignages aussi d'agricultrices pour lesquelles le congé maternité et le remplacement s'est bien passé. Alors, si jamais Catherine ou Bénédicte, vous voulez témoigner, mais je voulais juste aussi préciser que la FNAB est aussi en train de préparer des vidéos à ce sujet-là, donc vous pourrez bientôt les voir. Je ne sais pas après si Catherine ou Bénédicte, vous voulez témoigner là-dessus. Et moi, ça remonte à longtemps, hein, parce que mes filles sont nées en 80, 81 et 85. Donc, les services de remplacement existaient par la Colarena. C'était la coopérative laitière qui avait des agents de remplacement. Et donc, c'est mon beau-frère qui a effectué le premier remplacement, parce qu'il était salarié de la Colarena. Et le deuxième remplacement maternité, c'était pas un service de remplacement comme aujourd'hui, c'était quelqu'un à côté, parce que le service de remplacement était encore pas vraiment créé sous cette forme-là. Et donc, moi, j'ai vraiment apprécié. Je travaillais quand même le samedi et le dimanche à l'élevage de porc, hein, parce que j'avais le remplacement que du lundi au vendredi. Mais quand j'avais mon deuxième ou troisième enfant, j'appréciais vraiment d'être toute la semaine. À la troisième, j'avais quand même 3 enfants en bas âge rapprochés. J'appréciais vraiment d'être à la maison, vraiment avec mes enfants, parce qu'il y avait le bébé arrivé, mais aussi il y avait les 2 grandes filles auxquelles il fallait prêter de l'attention aussi, hein, parce que sinon elles se seraient senties un peu écartées. Et je pense que l'équilibre de la famille, l'acceptation par les grands-enfants d'un petit frère ou une petite sœur, la sérénité, la santé de la femme et de l'enfant, c'est primordial. Et pour moi, c'est une vraie réussite. Et le dernier remplaçant que j'ai eu, on l'a gardé 1 an après, parce qu'on a construit une maternité complémentaire. Et du coup, il était aussi menuisier et charpentier et fils d'agriculteur, donc il connaissait le métier. Et du coup, on l'a gardé pendant 1 an comme salarié pour construire le bâtiment. Et après, il est devenu salarié d'une entreprise d'élevage agricole porcin un peu plus grand que chez nous, parce que nous, on ne pouvait pas le garder. Donc moi, en tant qu'agricultrice, ça va pouvoir avoir été remplacée à 2 reprises. Franchement, j'ai vraiment apprécié et je vais témoigner du positif quoi, dans tous les sens du terme. Bénédicte, est-ce que tu veux compléter? Peut-être, est-ce que tu peux couper ta vidéo quand tu parles? On t'entend mieux, je pense, si tu coupes ta vidéo. Des fois, ça Ok, alors je coupe la vidéo. Là, c'est mieux? Oui. Alors, il y a un peu de bruit dehors, il faut un peu de bruit. Donc, moi, j'ai vécu 4 congés maternité avec remplacement depuis que je suis installée. Clairement, ça a toujours pour moi été inenvisageable de ne pas les prendre. Parce que quand on allait un bébé, un nourrisson, on a besoin d'être à 100% les premiers mois avec son enfant et du coup, c'était pas possible pour moi de pas les prendre. Ça a été important, ça m'a permis de m'occuper de mes enfants malgré tout. Je me dis qu'il y a quand même s'il faut rester positif et que c'était indispensable et que c'était bien qu'on puisse avoir ça, je me dis qu'il y a quand même des évolutions encore à faire si on veut vraiment parler d'équité pour la femme agricultrice et une femme salariée. C'est-à-dire que moi, mes congés maternité, j'ai arrêté de travailler physiquement sur l'exploitation, mais j'ai jamais réussi à arrêter de travailler complètement en termes administratifs, en termes de gestion d'exploitation et en termes de tout ça. Peut-être parce que voilà, c'est notre métier qui l'implique et on n'arrivera peut-être jamais à faire autrement. Mais j'aimerais bien qu'on arrive à faire un peu de progrès sur cette partie-là. Parce que moi, mon dernier congé maternité qui remonte il y a 3 ans tout juste,
Bon, c'était un 4e enfant, donc j'avais vraiment un 100% de temps à passer à la maison. Et je l'ai vécu quand même avec un salarié de service de remplacement qui avait juste les compétences nécessaires pour faire des remplacements, pour faire des tâches manuelles sur l'exploitation, qui pour le coup, et heureusement que ce n'est pas la généralité, mais ça existe aussi, pour le coup, ne permet pas de libérer le mental. Et j'avais un report de charge du coup de travail qui se faisait sur mon mari, qui par conséquent, ne pouvait pas non plus être plus disponible pour être à la maison et appuyer auprès des enfants aussi. Donc, c'est quelque chose d'indispensable et qui est génial, pour lequel on peut en bénéficier aujourd'hui. Mais voilà, j'ai envie, et si je m'investis aujourd'hui pour la cause de la femme aussi, c'est en partie pour ça. J'ai envie qu'on évolue et qu'on soit encore meilleur pour les générations futures, parce que je pense que c'est jamais bon de se satisfaire d'une situation en disant bah, c'est déjà chouette, c'est déjà génial. C'est déjà chouette, c'est déjà génial, mais on peut encore faire mieux pour libérer l'esprit des femmes agricultrices en congé maternité. Voilà. C'est mon petit... Merci. Il y a une remarque de Louisanne qui, je trouve, rebondit aussi un petit peu sur ce que tu dis, qui dit que la délégation des compétences de vente et de comptabilité interroge quant à la responsabilité transmise aux salariés, la gestion monétaire, la caisse, les dates obligatoires dans les déclarations comptables, etc. Plus que les compétences, il y a peut-être une responsabilité qui incombe seulement au chef d'exploitation. Et je trouve que c'est aussi un petit peu ce que tu disais, c'est qu'il y a la question de l'administratif, mais cette question de l'administratif, elle a vraiment une vraie charge qui, est-ce qu'elle peut être transmise facilement à un service de remplacement? Ça peut être une question. Catherine, vous voulez réagir peut-être là-dessus? C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, hein, faire la comptabilité, rentrer dans les finances de l'exploitation. On ne voit pas bien un salarié venir faire des choses comme ça. Et à la limite, il faudrait un peu changer d'optique et dire il faudrait peut-être qu'il y ait quelques heures de ménage plutôt à la place, faire des embauches pour faire quelques heures de ménage, tout pour que la femme puisse continuer à faire la comptabilité et l'informatique et tout, parce que c'est vrai que c'est quand même délicat d'aller mettre ces chiffres au regard des salariés. On ne voit pas trop bien. Oui, c'est sûr qu'il faut contourner un petit peu ce sujet-là, je pense. Laurence Lebrun, on avait commencé à travailler avec la commission des agricultrices sur justement du remplacement, pas que sur l'exploitation agricole, là pour le coup sur les tâches ménagères, la garde d'enfants, et peut-être créer des partenariats avec des ADMR ou d'autres organisations. Et pour rebondir sur ce que disait Bénédicte, je pense qu'aujourd'hui, c'est sur ce travail-là qu'il faut on ne peut pas se satisfaire, c'est déjà très bien, mais on ne peut qu'évoluer sur l'accompagnement des femmes. Et ce travail-là a été initié il y a environ 1 an, quoi. Je peux me permettre de réagir, par contre. Du coup, effectivement, il y a l'accompagnement plus que sur la ferme, mais en fait, moi, j'aimerais bien qu'on me considère en tant que femme comme un actif de l'exploitation à temps plein, et que du coup, la solution d'avoir du temps de ménage à la maison ou des choses à la maison, c'est une aide, certes, mais ça veut dire que mentalement, on accepte et on confirme que c'est des tâches qui sont réservées à la femme sur l'exploitation. Et là, moi, ça me pose question. C'est-à-dire que si on dit, en plus du remplacement sur l'exploitation, on va offrir des heures de ménage et tout aux femmes agricultrices, quelque part, on conforte le fait que la femme doit... C'est à la femme que reviennent obligatoirement ces tâches de ménagère à la maison. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est non, que ce ne soit pas ça. C'est que justement, moi, mon dernier congé maternité, j'aurais vraiment aimé avoir un salarié qui pouvait développer vraiment toutes les compétences, rien qu'au niveau suivi du troupeau, en autonomie, qui n'était pas le cas, et qui, pour le coup, aurait pu me libérer mentalement, libérer mon mari mentalement de la gestion du troupeau laitier complète, et qui, lui, aurait pu participer un peu plus aux tâches ménagères à la maison en appui. Parce que je ne voudrais pas qu'on tombe dans un travers autre de dire on remplace la femme pour des tâches ménagères, parce que les tâches ménagères sont dédiées à la femme. Moi, je suis agricultrice et je ne suis pas femme au foyer. Oui, oui. Donc, j'aimerais bien qu'on trouve un
une solution, je sais qu'elle n'est pas simple et qu'elle est loin d'être, qu'il y a encore des heures de travail devant nous et qu'il y a une évolution sociétale qui se fait et qui doit encore se faire. Mais je ne voudrais surtout pas qu'on rentre dans ce travers-là, en fait. Et je sais qu'il y a s'il y a des groupes de travail qui se mettent en place et tout, je voudrais qu'il y ait cette vigilance-là. Voilà. C'est ma réaction. Si je peux me permettre de compléter ou de poursuivre ce que vous venez de dire, dès la création en 1977 du congé de maternité, les caisses départementales de la MSA ont été, j'avais retrouvé des courriers à la CCMSA quand j'avais regardé leurs archives, les caisses départementales de la MSA ont été assaillies de courriers des agricultrices demandant si elles pouvaient se servir du remplacement maternité pour embaucher des aides ménagères. Ça a été une préoccupation très précoce, de dire on a besoin aussi de gens pour nous aider dans les tâches ménagères. Et c'est, bon, la CCMSA, comme la réglementation ne prévoyait pas ça, elle a dit non, le remplacement, c'est les travaux de production. Mais je veux dire, une femme, une épouse, elle s'occupe de l'exploitation et de son foyer. Et c'est une revendication qui est compréhensible de ce point de vue-là. Simplement, la réaction, effectivement, là, vous avez une réaction très syndicale, entre guillemets, parce que la réaction, c'est la position notamment portée par les représentants des agricultrices. Si vous avez fait un travail ou une conférence, comme j'ai entendu tout à l'heure, sur l'engagement des agricultrices dans les structures syndicales, la position des syndicalistes, des porte-paroles des femmes, c'est la vôtre. C'est-à-dire, c'est l'idée de dire, nous, on revendique l'existence d'un travail agricole proprement féminin sur l'exploitation. Donc, l'idée, enfin, si on s'amusait à soutenir justement cette revendication d'un remplacement qui servirait à financer des tâches ménagères, c'est un message qui risque d'être contradictoire avec la vision du métier d'agricultrice qu'on veut porter. En tout cas, ça risque d'abîmer, de dégrader cette vision-là. Mais le fait est que, quand même, une épouse, c'est comme une salariée avec sa double journée de travail. Une agricultrice, elle s'occupe de l'exploitation, puis elle a aussi son foyer à gérer. Et bon, c'est compréhensible, je trouve, comme demande. Ensuite, politiquement, je ne sais pas si c'est pas à moi de dire si c'est soutenable ou pas. Ça, mais c'est pas incohérent comme demande, je trouve. S'il y a d'autres réactions, du coup. Catherine, non. On a Alexandre qui pose une question, une piste sur le remplacement pour la partie comptabilité et travail administratif. Est-ce que ça ne pourrait pas être de convenir des collaborations avec les centres de gestion? Éventuellement, ça pourrait être une prise en charge en fait des prestations supplémentaires auprès du centre de gestion, parce que la plupart du temps, en fait, les exploitations agricoles où il y a des femmes, les femmes s'occupent de la partie comptabilité-gestion. Et quand les femmes ne sont pas sur l'exploitation, généralement, il y a plus de délégation qui est faite auprès des services de gestion sur tout ce qui est enregistrement comptable et choses comme ça. C'est des prestations qui existent déjà auprès des services de gestion, ont un coût, et en général, je n'ai pas de chiffres, mais je sais, il y a sans doute des statistiques de fait quelque part, de savoir quel pourcentage de fermes où il y a des femmes, la saisie est faite par la femme ou fait par le centre de gestion, je ne sais pas. Mais éventuellement, ça pourrait être une prise en charge de la MSA, de la prestation pour la partie congé maternité de saisie de ces mois de comptabilité, là, par exemple. Et là, pour le coup, il n'y a pas de problème de mise dans les mains de chiffres à un salarié qui ne connaît pas forcément la structure et choses comme ça. C'est une bonne idée. Merci. Alors, j'avais juste une question de précision. Alors, c'est Catherine, je crois, tu en parlais tout à l'heure. Sur quelqu'un qui s'installe, qui est en processus d'installation et qui fait une grossesse pathologique qui devrait rembourser sa DGA. Voilà, c'est quelqu'un qui voulait un peu plus de précision sur ce cas dont tu as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu crois que tu peux préciser un petit peu?
C'est-à-dire que quand une agricultrice demande les aides à l'installation, elle fait comment on appelle ça, un plan d'installation, PE, c'est ça. Parce que moi, je suis plus trop dans le coup. et du coup, c'est un plan d'action et d'engagement qui est prévu sur 5 ans et qui est lié à l'obtention de la DGA. Et donc, du coup, si on ne respecte pas, il faut faire des modifications de plan et c'est coûteux et du coup, c'est vrai que la grossesse, si elle se passe très mal pendant toute la durée de la grossesse, mais du coup, tout ce qui était prévu pendant les 5 ans peut tomber à l'eau ou être retardé. Et du coup, c'était demander un peu de souplesse pour ne pas, je veux dire, bloquer la femme financièrement parce qu'elle ne peut pas respecter le PE parce qu'elle a une grossesse pathologique. Donc évidemment, si elle est alitée pendant 8 ou 9 mois, vous imaginez, elle ne peut pas faire son travail correctement. Donc c'était demander à l'État de la souplesse pour ne pas remettre en cause le PE et surtout ne pas avoir à rembourser la DGA des avantages financiers qu'elle peut avoir. Merci, j'espère que ça répond à la demande de précision, mais n'hésitez pas à réagir si jamais il y a besoin. Et on a juste Esther qui nous fait une remarque. Depuis les années 70 et les demandes à la MSA auxquelles vous faites allusion, les choses ont évolué pour la place des femmes dans le couple et le foyer, et heureusement, faisant attention à ce que le monde agricole n'ait pas 30 ans de retard par rapport aux autres secteurs sur ces aspects-là non plus. Sur ce, moi, je n'ai plus de questions, donc peut-être qu'on peut proposer aux intervenants de faire une dernière réaction s'ils souhaitent pour clôturer. Qui souhaite réagir en conclusion? Le mot de la fin. Ouais. Catherine, si vous voulez dire un mot pour la fin ou... Alors, j'aimerais qu'on puisse mener une enquête avec la MSA, auprès de la MSA, pour savoir aujourd'hui si les 40% de l'agricultrice qui ne prennent pas le congé de maternité, si ce chiffre-là, avec le 0% à charge et la même durée que les autres catégories professionnelles, a bien baissé. Donc, il faut vraiment il y a un impact positif. Travailler aussi avec l'État et les services de remplacement et la MSA sur l'attractivité du métier de salarié de remplacement pour en faire un vrai métier, parce que c'est bien ce dont on a besoin, et dire en conclusion que c'est quand même incontournable de prendre le temps de se faire remplacer aujourd'hui, parce que quelqu'un a dit ça aussi, qu'on veut avoir les mêmes aspirations que les autres, hein. On n'est pas plus bête ou moins bien que d'autres, on doit avoir les mêmes aspirations, donc partage des tâches ménagères, hein, je comprends, les jeunes agricultrices sont plus dans le fait que moi là-dessus, et je partage l'évolution nécessaire. Et donc voilà, donc il faut vraiment monter le côté positif pour la santé de la femme et de l'enfant et des enfants en prenant ce congé de maternité. Merci. Xavier, est-ce que vous voulez dire un mot pour la fin? Bénédicte, est-ce que tu veux dire un mot pour la fin? Moi, je crois que c'était des chouettes échanges, qu'il y avait déjà plein de choses bien qui sont faites pour la femme, mais que voilà, on voit tous qu'on a encore plein de choses à construire et que du coup, voilà, il faut qu'on prenne du temps pour encore améliorer les solutions pour les femmes en congé maternité dans les années à venir. Mais je pense qu'on peut être positif, je pense qu'il y a de l'envie et il y a moyen de réussir à créer des choses. Comme souvent je dis, quand on prend conscience qu'il y a un problème, généralement il y a déjà la solution en fait. À partir du moment où on s'est rendu compte que c'était un problème, on trouve assez facilement les solutions. Donc je suis assez confiante là-dessus. Voilà. Et je vois que la jeune fille a reposé la question par rapport elle demande des précisions par rapport à son 3P et son installation. Je me permets de lui répondre en même temps, si peu. Du coup, si je comprends bien, elle aura déjà accouché quand elle va s'installer. Donc, pour le coup, si dans les autres 5 ans à venir, il n'y a pas de modification et que malgré des grossesses ou malgré tout, elle arrive à suivre son PE, c'est-à-dire à rentrer dans les cases de chiffres et de résultats économiques qu'elle a enregistrés, il n'y aura pas de souci.
la difficulté, c'est que si vraiment, effectivement, une grossesse fait que économiquement, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on a annoncé dans un PE, on est obligé de refaire un avenant, ce qui a un coût, comme l'expliquait Catherine. Et si jamais on ne fait pas cet avenant, effectivement, on met en risque le fait de devoir redonner sa DGA. Après, je pense que ce serait du cas très exceptionnel et que quand on s'installe de toute façon avec un PE, on a un suivi, qu'on soit un homme ou une femme, parce que là, c'est un autre sujet, en fait, c'est que les PE, c'est compliqué puisqu'on nous demande de s'inscrire sur 5 ans économiquement et qu'on sait très bien que nos métiers agricoles, c'est pas possible d'inscrire sur 5 ans. Voilà. C'est bon pour moi. Ça marche, merci beaucoup. Merci à Karim et Laurence aussi pour votre intervention. Merci à vous, de conférencier, pour votre intervention. Merci à toi, Bénédicte, aussi pour l'animation. Je vous rappelle juste les 2 dernières conférences. Donc, il y en a une vendredi, on a beaucoup parlé tout à l'heure aussi de la division sexuée qu'il pouvait y avoir dans le travail des agricultrices sur la ferme. Donc, je vous invite vraiment à venir assister à la conférence de vendredi parce que ce sera exactement ce sujet-là. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.